Il est 10 heures ici à Paris. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans Parlons-en. Voici les titres de ce lundi. La terre a tremblé en Afghanistan et le bilan provisoire est déjà très lourd. Plus de 600 morts, 1500 blessés dans l'est du pays. On a ressenti les secousses jusqu'à Kaboul. Le chinois Xi Jinping dénonce un esprit de guerre froide depuis Tianjin où il a réuni une vingtaine de dirigeants eurasiatiques, dont le russe Vladimir Poutine. Le président russe qui s'est défendu tout à l'heure d'avoir déclenché l'invasion de l'Ukraine. On y reviendra dans le journal de 11 heures. Je ne vais sûrement pas dire au revoir à une semaine d'un vote de confiance plus que périlleux. François Bayrou croit toujours en ses chances de rester à Matignon. Il prend les Français à partie et évoque le destin du pays pour défendre son plan de 44 milliards d'euros d'économie. Et c'est d'argent et pas que dont nous allons parler ce matin pour ce premier débat de la saison. Car si le sort du Premier ministre semble scellé, quoique il faut rester prudent, les derniers mois en France nous ont montré que tout était possible. Le problème politique comme économique reste le même. La France a besoin d'un budget, comme d'un Premier ministre d'ailleurs. Elle a besoin de faire des économies, de quelqu'un pour porter le projet. Qui, comment, sur quel diagnostic, avec quelle méthode. Beaucoup de questions à poser à mes invités Valérie Gasse, Thomas Gébine et Emmanuel Rivière. Bonjour à tous les trois, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Valérie Gasse. Bonjour. Ici chez vous, bien sûr, chef du service politique de RFI. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Thomas Gébine, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste au CEPI, le Centre français de recherche et d'expertise en économie internationale. Merci à vous d'être là. Emmanuel Rivière, bienvenue à vous, politologue. Bonjour. Et consultant en stratégie d'opinion. Il y a donc comme un air de déjà-vu ici en France. On aurait pu quasiment avoir la même discussion il y a un an, jour pour jour. Comme l'an dernier, la rentrée politique est aussi chargée qu'incertaine. Dans une semaine, le 8 septembre, François Bayrou va donc se soumettre au vote de confiance à l'Assemblée nationale, vote qui devrait donc, sauf surprise, perdre et son poste avec sur fond de crise du budget. Lui veut croire que tout n'est pas perdu. Il l'a encore redit hier dans une interview croisée à plusieurs chaînes d'infos en continu. Il va recevoir aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui à Matignon, les chefs de parti qui le souhaitent. Regardez. À une semaine du vote de confiance, le Premier ministre va entamer à partir de cet après-midi une série de consultations. Objectif, négocier jusqu'au bout pour François Bayrou qui remet le sort du pays entre les mains des forces politiques. La question, ce n'est pas le destin du Premier ministre ou de François Bayrou, et c'est même pas le destin du gouvernement. La question, c'est le destin de la France. Le Premier ministre affirme être ouvert à la discussion sur la suppression des jours fériés. Pas de quoi convaincre les Français rencontrés hier. C'est pas là qu'il faut aller chercher l'argent, c'est pas chez les travailleurs, mais plutôt chez les milliardaires qui ne payent pas leurs impôts, ou bref, les entreprises qui délocalisent, voilà. Côté politique, le Parti socialiste conteste les affirmations de François Bayrou selon lesquelles il n'était pas présent à Paris pour négocier. Pathétique et crépusculaire. Au passage, cette histoire de vacances est tellement ridicule. Pour ma part, je suis parti 10 jours, ai toujours été joignable et suis rentré en Seine-et-Marne le 30 juillet. Pour le Rassemblement national, ce sera la censure. François Bayrou a définitivement signé la fin de son bail à Matignon. Quand il va nous demander la confiance, non, il ne l'aura pas. Il reste désormais 7 jours au Premier ministre pour tenter de sauver son gouvernement. Valérie Gasse, chef du service politique de RFI. Hier, François Bayrou a fait comme il a fait ces dernières semaines. D'ailleurs, il a pris il a pris l'opinion publique à témoin. Pourtant, dans une semaine, ce sont les députés qui vont voter et pas les Français. Oui, c'est une stratégie dans laquelle il persiste depuis le 15 juillet, quand il a annoncé son plan budgétaire. Ce qu'il voulait, c'était provoquer un électrochoc, que les Français s'emparent du sujet et fassent pression sur les politiques pour que ça se passe bien pour lui. Et il continue là avec cette deuxième vague et le vote de confiance qu'il a demandé aux députés. Encore hier, oui, il a dit j'espère que ça va bouger, que l'opinion va se mobiliser. Ça paraît plus qu'improbable. Jusqu'à présent, ça n'a absolument pas marché. Il n'y a eu aucun électrochoc, plutôt des mécontentements qui ont émergé de la part des Français sur des mesures qui ont irrité tout le monde. Celle sur la suppression des 2 jours fériés étant vraiment celle qui a fait l'unanimité contre elle. Mais le Premier ministre continue à dire qu'il espère que ça changera, à tel point qu'on
qu'on se demande si elle regarde les sondages, s'il n'est pas complètement déconnecté des Français ou si simplement il poursuit parce qu'il sait que de toute manière, eh bien, ça ne changera pas. Pourquoi renier une stratégie qui n'a pas marché au dernier moment? Emmanuel Rivière, qu'est-ce que les Français comprennent précisément de la démarche du Premier ministre et sur la volonté de solliciter ce vote de confiance et de tenter de les prendre à témoin en permanence alors qu'il est impopulaire? En fait, les Français disent aujourd'hui assez nettement, tournons cette page-là. Hein. Le souhait de censure du gouvernement est autour de 70% et il est très majoritaire dans les partis un peu stratégiques. C'est la raison pour laquelle Valérie Gaz disait, on se demande s'il regarde les sondages. Alors, je pense qu'il les regarde. Est-ce qu'il les regarde bien? Je ne sais pas. Mais dans les sondages, il a vu quelque chose, visiblement, autour duquel il a construit sa stratégie. Il a vu que les Français étaient inquiets de la situation budgétaire et pas du tout d'accord avec le package qu'il propose, notamment quelques-unes des solutions, dont la suppression des jours fériés. Raison pour laquelle il a tenté de dissocier les sujets, en disant non, le 8, on va voter sur... Est-ce qu'on est d'accord sur la gravité de... On va le faire en deux étapes. D'abord, on se met d'accord sur l'inquiétude et après sur la... À partir du moment où vous me donnez confiance pour dire que tout va mal, en gros, c'est ça. On discutera des solutions. Mais pour le coup, ça ne se passe pas comme ça et ça ne peut pas trop se passer comme ça. Sur le fond, c'est pas complètement idiot de jouer sur une forme d'ambivalence qu'il y a chez les électeurs RN et chez les électeurs socialistes qui hésitent entre... exprimer le mécontentement ou l'aversion qu'ils peuvent avoir pour les gouvernements qui ont été mis en place, et la crainte que ça n'aggrave la situation. Il y avait ce dilemme-là au moment de la chute du gouvernement Barnier, où une partie des socialistes était quand même inquiet des conséquences. Il y avait le même dilemme au moment de l'approbation du budget présenté en début d'année par François Bayrou, le budget 2025, où là, ça penchait dans l'autre sens. Et la plupart des électeurs, des sympathisants socialistes et RN disaient il faut donner un budget à la France. Et là, le balancier s'est renversé. Et ce qui est un peu tragique pour le Premier ministre, vous disiez il a continué à faire ce qu'il a fait pendant l'été. Exactement, il a continué à faire ce qu'il a fait pendant l'été, qui n'a pas du tout marché. L'adhésion à ces constats s'est dégradée. C'est-à-dire que même l'objectif de réduction du déficit à 2,8% est passé d'une approbation consensuelle à controversée. Et le sentiment que ces propositions et de son package est injuste s'est aggravé. Et les 3/4 des Français pensent aujourd'hui que la proposition est injuste. Donc, ils ne vont pas faire pression sur leurs députés pour garder le Premier ministre. Thomas Gémin, je vous vois acquiescer. Non, je pense que paradoxalement, on est un peu rentré dans une forme de rythme de croisière de l'instabilité politique. Et c'est ce qui pourrait expliquer aussi que les partis ont si rapidement annoncé qu'ils ne voteraient pas la confiance à François Bayrou. Parce qu'en fait, c'est une forme de bal à blanc, en sachant que François Bayrou se sacrifie, mais probablement... il y aura un autre gouvernement avec à peu près les mêmes personnes, à peu près les mêmes conseillers qui sera nommé dans les semaines qui viennent, avec un budget qui sera sensiblement le même. Sensiblement le même. Donc je suis pas sûr qu'il y ait que la dramaturgie, François Bayrou comptait sur une forme de dramaturgie pour pousser à ce que les députés votent la confiance pour lui. Je pense qu'en fait ça a joué contre lui. Je pense que si c'était dans 2 mois, la situation serait très différente parce qu'il y aurait une pression pour faire passer ce budget et donc les partis, que ce soit le PS ou le Rassemblement national, seraient poussés à voter la confiance. Là, aujourd'hui, je pense qu'on était un peu trop tôt. Le calendrier n'est pas le bon ? Je pense que d'un point de vue politique, c'était un peu tôt et donc je pense que ça peut expliquer qu'ils aient annoncé si rapidement le fait qu'ils ne voteraient pas la confiance, ce qui a pu surprendre François Bayrou, justement parce que si vous pensez que de toute façon il y a un gouvernement à peu près identique qui sera renommé dans les semaines qui viennent, vous pouvez vous permettre d'afficher votre opposition au gouvernement en sachant que ça n'aura probablement pas des conséquences majeures. On va reparler dans un instant des différents scénarios. Je ne sais pas si on est tous d'accord sur le fait que vous êtes tous d'accord sur le fait que ce sera à peu près la même équipe pour le même projet, mais sur quand même la décision, même si on en a quand même déjà pas mal parlé ces derniers jours, de François Bayrou de se soumettre à ce vote de confiance a priori perdu d'avance. C'est quoi ? C'est le panache ? C'est
mauvais calcul politique ou bon calcul politique, suicide politique? C'est un calcul politique dans lequel François Bayrou se disait que de toute manière, il serait soumis à une motion de censure dès le début de la session parlementaire ordinaire, donc le 21 septembre, et qu'il avait de très peu de chances d'échapper à la censure. Donc il a préféré mettre sur la table cette hypothèse d'un vote de confiance en faisant, comme on le disait, retourner un peu la problématique. D'abord, lui donner approbation sur le fait que la situation est très grave et qu'il faut faire quelque chose. Mais ça, c'est une question rhétorique. C'est une question rhétorique, mais c'est sa question rhétorique. C'est un petit peu de cette problématique qui s'est emparée depuis de nombreuses années, François Bayrou, et il s'est dit que peut-être, au moins, sur un malentendu, ça pouvait peut-être fonctionner, ça n'a pas l'air d'être le cas, et que dans tous les cas, ça pouvait lui permettre aussi, s'il partait, de partir au moment où il l'avait choisi, à ses conditions, en quelque sorte, sur un vote qu'il aurait lui-même sollicité. En effet, on a parlé de panache, sur le fait de sortir en disant, regardez, je me sacrifie parce que je pense que l'intérêt supérieur de la France, c'est de réduire les déficits. Donc il y a un ensemble de choses qui ont pu le convaincre dans ses conversations durant l'été avec le président de la République, parce qu'il fallait l'approbation d'Emmanuel Macron pour convoquer une session parlementaire extraordinaire pour organiser ce vote. Emmanuel Macron a acquiescé. Donc oui, en effet, de toute manière, on est sur des calculs politiques de la part du Premier ministre, de la part du président de la République, de la part des oppositions qui jouent aussi les coups d'après. Ce côté un peu sacrificiel, la question c'est pas mon propre destin mais celui de la France, ça nous fait un peu penser à la musique que chantait aussi Michel Barnier en disant voilà, moi je suis là pour redresser un pays, ma trajectoire personnelle peu importe, et puis voilà, si vous voulez pas de moi, bon bah... Et la réponse a été non, on ne veut pas de vous. Voilà. Oui, mais à vrai dire, voilà. Et Michel Barnier en a été un peu amer et étonné, parce que pour le coup, lui, il avait. Il est possible que François Bayrou en soit amer et étonné également. Je crois aussi, parce que, enfin, après, moi, je n'ai pas qualification pour dire ce qui se passe dans la tête des uns et des autres, mais François Bayrou se comporte depuis qu'il a annoncé qu'il poserait la question, en tout cas qu'il engagerait la responsabilité de son gouvernement le 8 septembre, comme quelqu'un qui pense qu'il peut convaincre et qui essaye encore et encore d'appuyer sur le fait que les Français pensent que la situation est grave, pour pousser les oppositions et les mettre en difficulté sur le thème de leur responsabilité. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas, parce qu'au fond, en fait, la rhétorique, les oppositions sont irresponsables, repoussent mon budget parce qu'elles sont irresponsables, est enfouie sous la réaction des Français qui dit que en fait, ce budget doit être repoussé parce qu'il est insupportable. Ce qui pose une vraie question, d'ailleurs, sur la méthode. Parce que, voilà, Michel Barnier a utilisé une méthode qui a consisté à négocier. Ça a failli marcher. Honnêtement, le Rassemblement national a débattu de ce qu'il ferait le 5 novembre et quant à savoir s'il voterait ou non la motion de censure. Ça a marché pour François Bayrou. Il a en fonction fait passer un budget. Là, ça ne marche pas parce que, en fait, tout simplement, à un moment, on a pensé qu'on pouvait faire des propositions budgétaires qui étaient très impopulaires. Et c'est un peu le sujet de fond, en fait, qui va au-delà de la question de Bayrou, etc. C'est quand on revient sans cesse avec l'idée que les citoyens sont pas assez sérieux pour qu'on leur confie des décisions budgétaires et qu'il faut aller contre ce qui leur paraît juste, ce qui leur paraît acceptable, ce qui leur paraît la bonne répartition des efforts. À un moment, on en paye le prix. En fait, si le Rassemblement national et l'ensemble de la gauche votent la censure, ils ne feront que faire un peu ce pourquoi ils ont été élus aussi, refléter l'opinion de ceux qui leur ont donné mandat. D'autant que le diagnostic économique tel que le fait François Bayrou, alors je pose la question à l'économiste que vous êtes, qui dépeint une version assez apocalyptique des finances publiques, il fait débat, ce diagnostic à gauche, les socialistes qui ont présenté leur propre projet de budget ce week-end ne voient pas les choses de la même façon. Alors je ne sais pas si on établira ici qui a raison, qui a tort, mais il y a de quoi susciter interrogation à minima chez les électeurs quand la façon dont
dont on dépeint les finances publiques est fondamentalement différente. Ouais, je pense qu'il y a deux divergences importantes. Il y a d'une part sur le constat, et ça c'est vrai que c'est François Bayrou répète à longueur d'interview maintenant qu'il faut au moins se mettre d'accord sur le constat, qu'il y a une difficulté sur les finances publiques. Ça, je pense que... C'est communément admis. Moi, plus ou moins, je pense que, parce que de nouveau, c'est il y a des variantes entre ceux qui vous disent qu'il y a une risque de crise grecque et d'autres qui disent, oui, il faut un ajustement budgétaire, mais qui doit être relativement limité. Il y a quand même toute une palette qui est assez importante. Donc, d'une part, je pense qu'il y a une divergence sur le constat, et puis après, il y a une divergence encore plus importante sur les remèdes. En gros, le gouvernement et les partis plutôt à droite de l'échiquier politique disent qu'il faut faire porter l'effort plutôt sur la dépense publique et sur les ménages, grosso modo. Et à la gauche de l'échiquier politique, c'est plutôt on fait porter l'effort sur les entreprises. Et donc c'est là où il y a en fait une divergence. Et les plus riches. Et les plus riches. Mais c'est là où il y a une divergence qui est très importante et c'est là où ça va être difficile de réconcilier ces différents blocs, quoi. Valérie ? Oui, il y a quelque chose d'irréconciliable, mais ce qui était intéressant, c'est quand on écoutait François Bayrou hier, qui parlait du contre-budget, du projet de contre-budget socialiste, il a été très sévère. Il a vraiment dit que c'était les propositions les plus éloignées de ce qu'il fallait pour freiner les dépenses. Et c'était comme ne rien faire. J'en dis juste quelques mots. 44 milliards, donc ça c'est le projet de François Bayrou. Et le projet des socialistes, qui se voit donc à Matignon demain ou dans quelques jours, c'est 21,7 milliards d'euros d'économies, dont la fameuse taxe Zuckman, on va en reparler dans un instant. À laquelle François Bayrou est totalement opposé. Donc on voit que c'est à la fois il demande aux socialistes notamment de partager son diagnostic, mais il les rabroue directement en leur disant que ce qu'il propose est complètement, en gros, inacceptable. Donc c'est vrai qu'il y a une double... On a vu hier, moi j'étais étonnée de ça, de voir le Premier ministre donner des coups de griffe à ceux qui sont censés être ceux avec lesquels il pourrait éventuellement négocier, faire bouger les choses, comme il a dit que c'était encore possible. Oui, à 7 jours d'un vote de confiance, il pourrait être déterminant. Là-dessus, c'est un petit peu énervé quand même, l'air de rien. Contre ce contre-projet socialiste. Emmanuel Rivière, là-dessus ? C'est un point important d'ailleurs sur ce dialogue qu'il y a eu, parce que là, l'enjeu pour le Premier ministre d'ici le 8, ce serait d'arriver à dialoguer. Et le Parti socialiste va venir aux consultations tout en disant qu'ils ne le font que par politesse. Effectivement, ça ne change rien. Mais il y a bel et bien un enjeu de calendrier, comme l'évoquait Thomas Gjebin, c'est-à-dire en anticipant par rapport à ce qui aurait été probable risque de censure au moment du vote du budget, il laisse un espace dont la gauche ne rêvait peut-être plus, pour dire, en fait, nous, on représente l'alternative. Et on représente une force d'alternance et on a des contre-propositions à faire. Et peut-être qu'il est encore un peu de temps. Donc ça change aussi la donne politique de cette rentrée, où c'est réveillé, ce qui s'était quand même un tout petit peu endormi ces derniers mois, la possibilité pour une partie de la gauche en tout cas, de revendiquer Matignon, pas du tout d'ailleurs dans les conditions qui étaient celles de juillet dernier, lorsque toute la gauche, le nouveau Front populaire, y compris LFI, proposait Lucie Castet. Pour revenir sur l'une des mesures phares donc, de ce contre-proposition de budget présentée par les socialistes, cette mesure de la taxe Zuckman qui propose une imposition minimale de 2% pour les patrimoines qui dépassent les 100 millions d'euros. C'est 15 milliards d'euros par an de recettes selon les socialistes. Et on va écouter ce qu'en disait, vous l'évoquiez Valérie hier, François Bayrou. Les propositions, le PS par exemple, les propositions qu'il vient de sortir, ça veut dire qu'on ne fait rien. J'ai dit tout à l'heure, je ne le répète pas. La taxe Zuckman, elle est inconstitutionnelle. C'est une folie d'après vous ? C'est honnêtement une menace sur les investissements en France. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont partir. La taxe Zuckman, Thomas Gjebin, est-ce qu'elle est inconstitutionnelle ? Je ne sais pas si elle est inconstitutionnelle. En tout cas, c'est difficile de mettre en place ce type de taxe sur les plus riches dans un seul pays, puisque là, pour le coup, c'est ce que dit François Bayrou, et je pense qu'il a raison sur ce point, c'est-à-dire que les plus riches sont aussi les plus mobiles. En général, on parle de 1200 milliards l'assiette qui pourrait être taxée. Ce qu'il faut voir, c'est que près de la moitié de ces 1200 milliards, ça concerne 3 familles.
Donc si on parle d'un chiffre hypothétique de 15 milliards, déjà, si 3 familles décidaient de partir, c'est la moitié des recettes fiscales qui pourraient être attendues, qui pourraient s'évaporer. Après, le problème est toujours le même. Est-ce que le problème est la taxe ou la possibilité que... L'évasion. Voilà. Donc je pense qu'il y a évidemment un problème de taxation des plus riches, mais que c'est très difficile dans les infrastructures économiques aujourd'hui, en particulier dans l'Union européenne, de prévoir une taxe dans un seul pays. Et donc c'est là aussi où il y a une opposition, c'est-à-dire que la gauche, à juste titre, il voit un objet qui est très symbolique. Le problème, c'est que François Bayrou répond que oui, mais d'un point de vue économique et d'un point de vue de recette fiscale, ça ne fera pas le job. Et c'est là aussi où c'est comment on fait pour trouver à la fois une mesure très symbolique pour taxer les plus riches, tout en ne faisant pas fuir cette partie du tissu économique. Cette question de la taxation des plus riches, on en parle beaucoup depuis la dissolution. C'était effectivement l'un des sujets au cœur du programme du nouveau Front populaire. Faudrait-il d'une façon ou d'une autre qu'un gouvernement Bayrou ou similaire, à sa sauce, l'intègre dans un projet de budget? Ça avait d'ailleurs été un petit peu intégré. Il y a des dispositions dans la proposition qui consistent à mettre à contribution les plus aisés. Mais c'est en tout cas parmi les options débattues, celle qui recueille le plus grand assentiment. Il y a une première approche des Français et de l'opinion publique qui consiste à dire déjà baisser le train de vie de l'État, avec peut-être une surestimation des économies que l'on pourrait faire. Mais c'est quand même la principale demande. Et ensuite de taxer effectivement les grandes entreprises, celles qui font de l'optimisation fiscale, celles qui ne payent pas d'impôts. Alors là-dessus, la réponse du Premier ministre, d'ailleurs, c'est toujours la même un peu, et c'est une réponse rationnelle, de compréhension ou d'exposition de sa compréhension des mécanismes économiques, en disant le problème c'est que trop d'impôts tue l'impôt et on va faire fuir les contribuables. Là où ça fonctionne assez peu, c'est que cette dimension qui se veut très pragmatique et réaliste oublie un terrain qui est celui de la morale. Or, la politique s'est considérablement déplacée sur le champ de la morale. Et les hommes politiques passent leur temps à faire la morale aux Français sur le travail, sur la laïcité, sur tout ce qu'on veut. Donc, à un moment, la question qui se pose et que se posent les électeurs, et qui est d'ailleurs que posait une citoyenne dans votre reportage, c'est la moralité de cette possibilité, si on est taxé alors qu'on a déjà tout, d'aller échapper à l'impôt. Et c'est ça aussi qui pose la question par laquelle je commençais. Est-ce que ces gens qui nous demandent des efforts en font eux-mêmes? Il ne faut pas oublier que François Bayrou a démarré ses fonctions à Matignon assez mal, ce qui a d'ailleurs beaucoup plombé sa popularité, en prenant un avion privé pour faire un aller-retour qui paraissait pas indispensable pour assister à un conseil municipal à Pau. Ça, les gens ont encore en mémoire. Et donc, ça un frein considérable à l'acceptation des efforts, qui est toute la rhétorique de François Bayrou pour dire « vous aussi, vous avez profité ». Les gens sont pas du tout d'accord avec cette phrase. C'est pas les gouvernements qui ont absorbé la dette, c'est les citoyens par tout le système redistributif. Les gens sont vent debout contre cette idée parce qu'ils ont le sentiment que les gens au pouvoir ne font pas le plus petit début d'un effort sur eux-mêmes. D'ailleurs, il est aussi revenu, François Bayrou, hier sur les informations de nos confrères de Mediapart qui affirmait qu'il avait rénové son bureau de la mairie de Pau à grands frais, disant que c'était tout à fait infondé. Est-ce que précisément, Valérie, parce qu'il faut rappeler quand même le calendrier des jours à venir, je souhaite bon courage au service politique de RFI parce que l'année va être riche. Le 8, donc, ce vote ce vote de confiance à l'Assemblée. Et le 10, donc le surlendemain, il y a cette journée de mobilisation sociale baptisée Bloquons tout, dont on sait encore assez peu de choses en réalité. Est-ce que ce qu'évoquait Emmanuel Rivière à l'instant sur la question de la morale, c'est un peu au cœur de ce mouvement social, au contour encore un peu flou? La morale et la justice, le sentiment que les Français ont, en effet, qu'ils payent pour des politiques qui ont échoué et dont ils ne sont pas responsables. Et il y a une espèce de ras-le-bol. Alors, on ne sait pas exactement l'ampleur que ça va avoir, d'où ça vient, comment ça se diffuse. Il est beaucoup par les réseaux sociaux. Et est-ce que ce vote de confiance qui a été judicieusement placé le 8, 2 jours avant cette mobilisation annoncée, qui risquait aussi de compliquer beaucoup les affaires de François Bayrou dans cette rentrée politique,
On va voir si le vote de confiance peut avoir un impact en minimisant la mobilisation, ou si au contraire ça va la démultiplier. C'est très difficile, mais en tout cas c'est un des éléments de la rentrée, c'est un des éléments que François Bayrou a pris en compte. Et en effet, c'est significatif d'un ras-le-bol des Français. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, Thomas Gjebin, dans ce mouvement Bloquons tout, dont effectivement on connaît encore assez peu, et les contours et la potentielle capacité mobilisatrice? Non, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je pense qu'il y a un ras-le-bol social, un ras-le-bol qui s'apparente aussi un peu à ce qu'on a connu il y a quelques années avec les gilets jaunes. Mais le paradoxe, c'est que si on regarde les chiffres sur 25 ans, les dépenses de fonctionnement de l'État ont plutôt baissé tendanciellement. Et ce qui a augmenté, c'est d'une part les dépenses des collectivités territoriales, et d'autre part, c'est les dépenses sociales au sens large, c'est-à-dire les dépenses de santé et de retraite. Donc, ce qui ne veut pas dire que notre système de santé et de retraite soit très riche, mais ça veut dire que tendanciellement, et notamment par rapport à ce qu'ont fait nos voisins, on dépense plus pour la santé et pour la retraite. Et c'est là où il y a une divergence entre les constats macroéconomiques et le ressenti des populations, étant donné qu'il y a des populations qui sont, la France, et comme la plupart des pays de l'OCDE, on connaît des populations qui sont vieillissantes, donc ce qui pousse à avoir des dépenses de retraite et de santé qui sont de plus en plus importantes, mais on a de plus en plus de mal aussi à les financer. Peut-être juste un chiffre pour illustrer un peu cette particularité française. Quand on prend depuis le début des années 80, nos dépenses sociales, c'est-à-dire essentiellement à nouveau les dépenses de santé et de retraite, elles ont augmenté de 16 points de PIB. Quand on compare avec nos voisins, par exemple l'Allemagne ou la Suisse, c'est que 4 points de PIB, donc c'est 4 fois plus en France. Et quand on regarde par exemple par rapport à un voisin qu'on prend souvent en exemple, la Suède, en Suède, sur la même période, les dépenses, ces mêmes types de dépenses ont baissé de près de 1,5 point de PIB. Donc nous, ça a augmenté de 16 points, ça a baissé chez nos voisins suédois, donc ça ne veut pas dire que ce n'était pas justifié d'augmenter ces dépenses en France, mais ça montre bien que d'un point de vue macroéconomique, il y a une difficulté, c'est que quand vous avez ce type de dépenses qui augmentent fortement, il faut trouver des bases pour les financer, ou en tout cas il faut qu'il y ait l'activité économique qui augmente suffisamment pour pouvoir les financer. Or aujourd'hui on voit bien que c'est pas le cas, et donc ça pose une difficulté très importante et qui est ressentie, y compris par les populations, puisqu'en fait le niveau de vie des populations ne s'améliore pas, pourtant les dépenses augmentent. Et donc, il y a un peu ce hiatus entre le fait qu'il va falloir probablement à un moment couper dans ces dépenses, alors même que le bien-être des populations ne s'améliore pas. Et donc là, c'est là où ça devient très difficile, et ce qui est favorable à des mouvements comme le mouvement du 10 septembre. Parce que là, on est, Emmanuel Rivière, dans la question du ressenti, qui est quelque chose qui n'est pas scientifique, qui n'est quasiment pas politique, qui n'est pas non plus mathématique. Le ressenti, ça peut créer beaucoup de choses. On pourrait dire que c'est très politique. En tout cas, ça induit des comportements politiques. Et c'est vrai que cette question du ressenti est importante dans le climat. Et par rapport à ce moment du 10 septembre, il y a un sondage ELAB très intéressant qui est sorti ce week-end, alors qui proposait des intentions de vote législatives, mais c'est pas ce sur quoi je voudrais m'arrêter, qui pose la question de la responsabilité de la situation politique jugée désastreuse du pays. Et le principal responsable, lorsque ce même sondage était posé il y a un an, c'était Emmanuel Macron. 40% disaient c'est Macron, et puis il y avait 30% qui disaient c'est un peu tout le monde. Ça s'est renversé aujourd'hui. Et on sait que par ailleurs, l'image d'Emmanuel Macron s'est pas considérablement améliorée en un an. En revanche, l'idée que la classe politique n'a pas été du tout à la hauteur de la situation créée par la dissolution, c'est aggravé aujourd'hui. C'est la première réponse. Il y a un peu plus de 40% des Français qui disent non. En fait, ils sont tous responsables. Ce qui, évidemment, nourrit des mouvements qui s'affirment comme étant des mouvements apartisans, qui échappent à l'organisation des partis politiques. Alors, celui du 10 septembre est un peu incertain, parce que, d'abord, il y a beaucoup d'inconnus, les modalités sont pas très très claires. Le chercheur Antoine Bristiel, qui s'est un peu penché sur les conversations, dit c'est quand même beaucoup organisé autour de gens qui sont déjà militants, plutôt dans des organisations de gauche ou des associations de gauche. Donc, il penche un peu plus à gauche ce mouvement que le mouvement des Gilets jaunes. Et par ailleurs, LFI a pris un peu fait et cause pour le mouvement, et puis c'est sans doute un petit peu invité. Donc, c'est très difficile de pronostiquer ce qui va se passer le 10 septembre. Ça n'empêche qu'il y a quelque chose de fond qui était très palpable dans les premières conversations, qui est très significatif. C'est la volonté des citoyens de ce pays d'arrêter de subir ce que leur inflige
la politique et les dirigeants. On est vraiment dans l'activation du clivage entre les élites dirigeantes politiques et les citoyens, et d'essayer de faire quelque chose. Et de se dire, si tous ensemble, avec notre carte bleue, avec le fait qu'on reste chez nous, en bloquant ici ou ça, tous ensemble, on peut peut-être exister. C'est ça qu'on cherche aujourd'hui. On cherche des débouchés à l'envie de ne plus subir. Oui, ce qui paradoxalement montre qu'il y a une envie d'en être et de participer à la chose collective, quelle que soit la forme que ça prend, Valérie. On a vu que François Bayrou avait certainement déjà un peu appréhendé ça dans ce qu'il a dit hier sur la raison pour laquelle il suscitait ce vote de confiance. Il a dit « Je ne veux pas être celui qui porte cet antagonisme entre la France d'en haut et la France d'en bas. » Il dit « Je ne veux pas mener une politique contre les Français. » On a l'impression qu'un peu, ce vote de confiance, c'est une manière de se débarrasser de ce fardeau, de mener une politique dont il a compris qu'elle allait contre ce que voulaient les Français. Il y a un homme dont on a peu parlé, dont vous venez d'évoquer le nom, Emmanuel Rivière, à l'instant, c'est le président Macron. Valérie, je voudrais quand même qu'on évoque les options qui restent entre ses mains. Donc, sauf immense surprise, François Bayrou fera ses cartons le 8 septembre prochain et rentrera dans son bureau flambant neuf de la mairie de Pau, comme le disent nos confrères de Mediapart. Et après ? Et après, Emmanuel Macron devra chercher un nouveau chef du gouvernement pour le remplacer. Alors là, on va retourner sur le bal des hypothèses, les scénarios, les castings. Ça commence d'ailleurs déjà entre tous ceux dont les noms étaient déjà évoqués sur les précédentes nominations de recherche de Premier ministre. Bon, il va y avoir cette période-là. Alors on dit que le président de la République, qui forcément a tout ça dans la tête, y pense déjà, et que son agenda international, notamment ce qu'il a annoncé, c'est qu'il voulait reconnaître la Palestine le 21 septembre à l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies, ça lui donnait un délai réduit qu'il faudrait qu'il se débarrasse de la situation politique, qu'il nomme un nouveau Premier ministre dans ce délai, ce qui serait exceptionnel pour Emmanuel Macron. Donc le premier scénario, c'est la recherche d'un nouveau Premier ministre, la nomination d'un gouvernement. Sachant que tout ce qu'on a dit sur, on n'a pas évoqué la réforme des retraites, mais la réforme des retraites, la taxe Zuckman, le contre-projet socialiste, la possibilité d'un Premier ministre de gauche, de centre-gauche, est-elle encore sur la table ? Alors forcément, Olivier Faure a fait une offre de service, le premier secrétaire du Parti socialiste. Il a senti forcément qu'il y avait peut-être un créneau cette fois-ci. Alors comme le disait Emmanuel, pas du tout sur un candidat commun de la gauche version Lucie Castet. Pourquoi pas lui d'ailleurs, Olivier Faure? On sent qu'il s'y verrait bien. François Bayrou l'a un petit peu ironisé hier sur cette offre de service. C'est une hypothèse. J'aurais tendance à dire que c'est pas forcément la plus crédible. Les inconvénients qu'Emmanuel Macron avait identifiés lors de ses précédentes recherches restent les mêmes. Et il y a bien sûr l'objectif de faire passer un budget qui doit être présenté au Parlement début octobre. Donc on voit mal comment il irait chercher de ce côté-là. Mais rien ne peut être exclu. Le nom de Bernard Cazeneuve a une nouvelle fois émergé dans les pronostics, dans les rumeurs qui ont été envisagées. Après, il y a aussi Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, les éternels premiers présidents ministrables. Et on se dit que le cœur du président pourrait aller plutôt de ce côté-là. Après, personne n'en sait rien. Il y aura certainement encore une surprise. Ça pourrait être considéré comme de l'entêtement s'il prenait un Premier ministre issu du bloc central. De l'entêtement, de la persévérance ou la volonté de ne pas ruiner son bilan et de continuer à essayer de mettre en œuvre une politique qu'il a défendue jusqu'à présent. Et les conditions politiques n'ont pas vraiment changé. Donc, le choix qu'il a fait ces précédentes fois, on a du mal à imaginer qu'il invitera Olivier Faure à devenir Premier ministre, qu'il ira plutôt chercher des solutions alternatives. Sachant, Thomas Gbin, que le maître des horloges, comme aime à se présenter le président, a un timing très serré. Valérie le rappelait, le vote du budget, c'est urgentissime. Oui, et puis juste pour revenir, ce qui a été dit sur le Parti socialiste, c'est vrai que dans le projet de budget alternatif qui a été proposé, l'essentiel de l'effort qui est proposé, c'est sur les entreprises. Et donc, comme le disait François Bayrou hier, c'est un peu antinomique avec la philosophie de François Bayrou et surtout avec la philosophie affichée par Emmanuel Macron sur la politique de l'offre depuis 7 ans. Donc c'est vrai que de son point de vue, à mon avis, nommer quelqu'un qui annonce qu'il ferait exactement l'inverse et donc qui détricoterait l'œuvre, entre guillemets, du président, ça peut paraître... Donc pour vous, hypothèse balayée. Je sais pas, mais en tout cas, il me semble que c'est plus facile, en effet, de nommer un Darmanin, Catherine Vautrin et tout, qui poursuivrait, qui ferait quelques concessions à la gauche ou au Rassemblement national pour essayer de faire passer le budget,
que de nommer quelqu'un qui annonce noir sur blanc, qui veut détricoter ce que vous avez fait depuis 7 ans. Et donc c'est vrai qu'il y a par ailleurs, il y a une urgence budgétaire, mais qu'il faut malgré tout relativiser, puisque une autre option, c'est de faire ce qui a été fait l'année dernière, c'est-à-dire passer un budget en service voté, c'est-à-dire qu'en gros, on reconduit le budget de l'année précédente en maintenant en valeur tous les postes de dépenses. Donc plus il y a d'inflation, plus ça veut dire qu'en réalité, vous baissez en volume les dépenses de l'État. Mais donc voilà, il y a quand même des options sur la table qui permettraient à Emmanuel Macron, je pense, de temporiser quelque temps. Emmanuel ? Je disais tout à l'heure que François Bayrou s'était comporté comme quelqu'un qui y croyait toujours depuis qu'il avait annoncé qu'il remettait en jeu son gouvernement. Emmanuel Macron, lui, s'est comporté comme quelqu'un qui n'y a jamais cru. Dans l'interview qu'il a donnée aux Parisiens il y a 10 jours, il dit un truc extraordinaire qui a été assez peu relevé. Il dit « Moi, je souhaite que François Bayrou reste Premier ministre jusqu'à la fin de mon mandat. » Aucun président de la République, à ma connaissance, jamais n'a fait cela. Ne s'est lié à un Premier ministre en disant qu'il le garderait. Ça a toujours été une prérogative jalousement conservée. Je pense que si Emmanuel Macron dit cela dans cette interview, c'est qu'il sait très bien qu'une dizaine de jours plus tard, il en nommera un autre. Alors évidemment, les hypothèses peuvent circuler, mais en tout cas, il y en a une qui est sérieuse, c'est que Emmanuel Macron n'est pas tétanisé à l'idée de voir François Bayrou partir. On rappelle les conditions de l'arrivée de François Bayrou. Et le président de la République voulait nommer Sébastien Lecornu. François Bayrou a fait demi-tour en disant « Mais hors de question, c'est moi qui dois aller à Matignon. » Voilà. Emmanuel Macron peut se dire « J'ai juste tourné la page Bayrou. » Et puis je vais peut-être, alors pas forcément reprendre le même, parce qu'évidemment la situation a changé, mais on sera probablement effectivement dans la recherche de continuité, parce que je ne vois pas quel Premier ministre issu de la gauche ne demanderait aucun effort fiscal aux entreprises et aux plus fortunés, et ça constitue une ligne rouge qui a été une constante. On ne peut pas enlever ça à Emmanuel Macron depuis le début de son mandat, et y compris sur ses toutes premières décisions qui l'ont fait passer pour le président des riches. Ni démission d'Emmanuel Macron, ni dissolution, Valérie ? Alors, la dissolution, ça, personne bien malin qui peut dire ce qui se passera. Depuis le mois de juillet, Emmanuel Macron a de nouveau le pouvoir de dissoudre après la première dissolution. Il avait laissé entendre qu'il ne souhaitait pas redissoudre. Ça semble être en effet son souhait. Maintenant, si blocage, si pas de budget, si situation intenable, il peut être obligé de le faire. Quant à la démission, il était il y a quelques jours à Toulon avec le chancelier Merz. Il a été interrogé et il a exclu totalement l'hypothèse d'une démission, disant qu'il irait jusqu'au bout de son mandat. Et ça, c'est une constante et on peut penser et lui faire confiance pour le fait qu'il ne démissionnera pas. Vous citiez, Emmanuel, ses propos dans Le Parisien il y a quelques jours. Cet été, dans Match, le président français a aussi dit qu'on avait un Parlement, je le cite, qui reflétait les fractures du pays et que c'était aux responsables politiques de savoir travailler ensemble. Ça, c'est une constante quand même dans la bouche du président depuis quelques mois, de dire... vous avez le Parlement qui ressemble effectivement aux fractures de la France, et maintenant, faites avec, non ? Mais c'est vrai. Je pense que c'est aussi une façon d'envoyer la patate chaude aux oppositions, c'est-à-dire ce qui a priori semble ne pas si mal marcher si on en croit l'étude d'opinion que vous avez citée, c'est-à-dire que Emmanuel Macron en tout cas n'a aucun intérêt à être perçu comme le principal responsable de la situation. Donc je pense qu'il a au contraire de son point de vue tout intérêt à montrer que c'est les oppositions, que ce soit le Parti socialiste ou le Rassemblement national, qui ne sont pas des partis responsables et que ce sont eux qui mettent entre guillemets le bazar dans la vie politique. Donc il a notamment pour pas que le débat revienne sur sa personne et donc sur la démission. Et sur sa responsabilité originelle. Sur sa responsabilité, et de fait, en adoptant cette stratégie, en disant, débrouillez-vous, et si ça ne marche pas, et si ça bloque, c'est une manière aussi pour lui de dire, ce n'est pas moi qui ai voulu une dissolution, comme la dernière fois où on lui a reproché ce pari risqué qui sortait de nulle part et qui a abouti à une situation encore plus inextricable, de dire, je suis obligé de dissoudre parce que les partis ne sont pas capables de s'entendre. Donc il y a en effet aussi un moyen même à terme, de se déresponsabiliser d'une situation inextricable. Alors c'est vrai que l'Assemblée reflète le pays. Si on avait un mode de scrutin
proportionnelle avec une proportionnelle intégrale, qui est pour le coup le mode de scrutin qui est le plus représentatif, on aurait pas tout à fait, on aura un peu plus de députés à Rassemblement national, mais en tout cas une configuration semblable. Et par ailleurs, en disant débrouillez-vous, il est un peu en phase avec l'opinion qui s'est beaucoup exprimée et qui a été beaucoup étudiée l'été dernier, où en fait les citoyens disaient trouvez des solutions, effectivement débrouillez-vous. Sauf qu'il n'a pas exactement agi dans ce sens-là. Et on a tout autour de nous tout un tas de régimes qui fonctionnent avec des régimes parlementaires, qui fonctionnent avec des proportionnels, où effectivement les partis se débrouillent. Et le chef d'État se contente de nommer celui qui arrive en disant j'ai constitué une majorité. Sauf que le président de la République, c'est là où on n'arrive pas à se départir en fait dans ce pays du fait majoritaire. Il a consulté. Il a organisé cela, et donc il n'a pas réussi à l'organiser, parce qu'il ne s'est pas dégagé de majorité. Là aussi, si on prend un peu de recul, ce qu'on paye aujourd'hui, et ce qui fait dire, de mon point de vue, légitimement aux Français que ça ne va pas, que la classe politique dans son ensemble n'a pas réagi comme il fallait, c'est qu'on a cru que c'était possible de s'engager dans des programmes gouvernementaux, dans des budgets, sans chercher des majorités. Ce que tout le monde fait, C'est assez curieux de prendre un outil qui s'appelle la démocratie et de voir que les gens qui le font marcher tout autour de nous s'y prennent d'une manière, dire non, on ne va pas faire comme ça, on n'a pas cherché de majorité. Et donc on paye en fait le prix aujourd'hui dans cette crise qui est à la fois une crise politique, une crise économique, une crise de confiance, le fait de ne pas avoir cherché tout simplement à constituer une majorité, c'est-à-dire suffisamment de parlementaires qui se mettent d'accord sur un programme gouvernemental. Et ça tient beaucoup effectivement à la fonction présidentielle. Et du coup, aujourd'hui, les Français veulent une dissolution. En tout cas, 70% d'entre eux, à peu près, souhaitent une dissolution. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, ils se disent qu'il faut réappuyer sur le bouton pour rechanger une donne dans laquelle on tourne en rond. Oui, mais tout en disant, et c'est là que ça devient compliqué à comprendre, tout en laissant penser que le vote serait sensiblement le même. Alors ça, chacun vote ça. Effectivement, dans l'enquête ELAB que j'évoquais, on peut penser qu'il y aurait à nouveau pas de majorité, mais tout va dépendre en fait des configurations, et notamment, c'est pour ça que en fait cette séquence politique, elle pose tout un tas de questions à la gauche. Une gauche unie dans le NFP avec une candidature unique peut difficilement se dissocier pour faire des majorités composites. Si la gauche arrivait devant les électeurs avec des candidats LFI d'un côté, des candidats... les municipales dans 7 mois. Et en plus, il y a les municipales dans 7 mois. Ça pourrait éventuellement changer la donne. Donc, c'est pas totalement sûr qu'une dissolution ne changera peut-être pas forcément la composition de l'Assemblée, mais pourrait changer beaucoup les stratégies des partis à la suite de cette Assemblée sans majorité. Thomas ? Je pense qu'il y a un dégagisme qui est très fort. Donc, dès que vous nommez un Premier ministre, je pense que sa popularité automatiquement baisse. Déjà qu'elle est très faible. Mais il y a un autre point qu'on n'a peut-être pas évoqué, et je pense que ça joue beaucoup, c'est aussi la perception d'un déclassement français et d'un déclassement européen, notamment face à des blocs comme les États-Unis ou la Chine, où on a l'impression qu'ils sont des blocs beaucoup plus dynamiques et où l'innovation... Fausse impression ou impression? Non, je pense que c'est en partie vrai. Et donc, ce qui rend la tâche des gouvernants français et européens beaucoup plus compliquée, puisqu'en fait, vous êtes en train de gérer plus ou moins un déclin. Et donc, c'est ce qu'on a observé aussi. Je ne veux pas faire on a fait des comparaisons ces derniers jours avec la Grèce, mais je pense qu'une comparaison qu'on peut faire, c'est ce qui s'est passé notamment en Argentine il y a un siècle, c'est-à-dire un des pays les plus avancés de l'époque, qui progressivement a décroché par rapport aux autres pays avancés. Et le problème, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un décrochage? C'est que vous avez deux options. Soit vous essayez de compenser à court terme les effets de ce décrochage, et donc, de façon un peu triviale, vous faites des chèques aux ménages pour compenser. Soit vous avez une politique à l'inverse, ou un peu à la Milei aujourd'hui, où vous essayez de de couper dans la dépense. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans le cas avec français... une conséquence sur la paupérisation de la... Exactement. Mais c'est très difficile dans ces situations où vous n'avez pas une croissance économique forte, notamment par rapport aux autres blocs économiques, de gérer ça, puisque la population voit bien qu'il y a une dégradation relative de leur situation. Et en même temps, quand vous êtes gouvernant, c'est très difficile, puisque vous n'avez pas les marges de manœuvre que vous aviez dans le passé. Et donc ça crée une espèce de frustration, ça crée une forme de colère, et c'est extrêmement difficile à gérer, quoi. Le court-termisme, Valérie, pour conclure, c'est un peu là-dedans qu'on est englué là, depuis un an, un peu plus. C'est peut-être ça aussi le danger.
Oui, Assure-nous. aucun Premier ministre, aucun gouvernement n'a la capacité de donner une vraie perspective. Ils sont là pour gérer vraiment... alors, c'est pas les affaires courantes parce que ça correspond à un temps institutionnel, mais en tout cas pour essayer de faire passer un budget, de faire passer quelques réformes, de survivre, tout ça dans la perspective de l'élection ultime, la présidentielle qui arrive et à laquelle tout le monde pense déjà, ce qui d'ailleurs induit des stratégies politiques qui n'aident pas un gouvernement à fonctionner et à pouvoir faire passer des textes à l'Assemblée, à trouver des majorités. Parce que les enjeux sont déjà sur 2027, tout le monde se prépare à ça et du coup ça continue à bloquer encore plus. La France malade de son élection présidentielle, ce pourrait être le sujet d'une prochaine émission. Merci infiniment à tous les trois d'être venus ce matin sur ce plateau. Une grosse année politique donc. Merci beaucoup Valérie Gast, chef du service politique de RFI. Merci beaucoup Thomas Glébine, économiste au CEPI. Emmanuel Rivière, politologue et consultant en stratégie d'opinion. Une émission à revoir en replay, à réécouter en podcast. On se quitte quelques minutes pour mieux se retrouver pour le journal de 11h. À tout à l'heure.